par You Know Why. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Intéressons-nous à ce qui construit les sociétés humaines. L'enseignement, le rapport parent-enfant. On parlera de tout cela avec le philosophe Bernard Lahire en première partie d'émission. Quelle confiance les jeunes filles accordent-elles à leur cadre de vie et à la société? C'est le baromètre que propose Capital Filles. On en parle avec eux en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Adrien Fontenot nous emmène en Argentine où une pop star s'attaque au président Javier Milei. Mais avant cela, place à l'actualité de l'éducation avec Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Et on démarre avec cette question. Se dirige-t-on vers une grève dans l'éducation nationale? Face au budget 2025, la menace des syndicats est en tout cas bien réelle, Adrien. Et le compte à rebours est lancé. Hier, les syndicats ont donné 72 heures à leur ministre Anne Genetet pour les recevoir. Au total, ce sont 7 syndicats de l'éducation nationale qui ont déposé une alerte sociale, l'équivalent d'un avertissement avant le dépôt d'un préavis de grève. L'annonce en fin de semaine dernière de la suppression de 4000 postes d'enseignants pour 2025 n'est pas passée auprès des syndicats. Comme le précise Guylaine David, porte-parole du SNUIPP-FSU dans cette lettre adressée au ministère. Une ligne rouge est franchie au moment où l'école publique va mal. La seule réponse du gouvernement est de fermer des postes et donc de maintenir l'illusion qu'on peut faire mieux avec moins. Et si cet appel n'est pas entendu, la grève dont on parle pourrait être massive. Le préavis annoncé s'étend du 4 novembre au 31 mars 2025. Et on continue de parler du procès qui s'est ouvert hier à Châteauroux. 18 personnes sont jugées pour avoir accueilli illégalement des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Oui, dans cette affaire, on parle de dizaines d'enfants placés dans des familles non agréées et maltraitées, violentées même de 2010 à 2017. Mathias, à l'origine de l'enquête et du procès, a eu le courage de dénoncer les faits de violence. Mais qu'en est-il concrètement lorsqu'un enfant se sent en danger dans sa famille d'accueil? La réponse de Lies Loufoque, membre fondateur du comité de vigilance des enfants placés. Ils se démerdent, voilà, c'est ça la réalité. Ils se démerdent. Moi, je l'ai vécu pendant 18 ans, comme Mathias et ses camarades qui sont actuellement à Châteauroux, et que je salue pour leur courage immense, parce qu'ils ont fait ce que peu d'entre nous de notre génération ont réussi à faire, c'est-à-dire saisir la justice, faire valoir leurs droits, participer à un procès et, je l'espère, obtenir une condamnation et une réparation. Et pour cela, vraiment, il a, lui et ses camarades, tout mon respect. Malheureusement, oui, ce sont des choses qui se déroulent quotidiennement à l'aide sociale à l'enfance dans tous les départements de ce pays, que ce soit en France métropolitaine ou à l'outre-mer. Les enfants placés, quand ils subissent des violences, bien souvent, ils n'ont aucun interlocuteur à qui ils peuvent dénoncer ces violences pour qu'ensuite il y ait des actes qui soient posés et que cela cesse. En France, on compte près de 400 000 enfants placés sous la protection de l'aide sociale à l'enfance. Et l'affaire de l'ASE Nord met en lumière certains dysfonctionnements de ce système. Morgane est éducatrice spécialisée. Elle peut constater chaque jour les difficultés de ce secteur. Donc c'est vrai qu'au niveau du métier d'éducateur spécialisé, on a énormément de problématiques qui se croisent au quotidien, donc des difficultés de recrutement, notamment au salaire très peu attractif, et du coup ce qui effectivement les structures font appel de plus en plus aux intérimaires, qui apportent du coup beaucoup plus d'instabilité à des enfants qui ont justement besoin de sécurité et de stabilité pour grandir. Et en plus, c'est souvent et parfois donc des personnes qui ne sont pas formées, ce qui du coup crée parfois des situations de violence au sein même des foyers, alors que nous, on est censé les protéger contre ces situations-là. Et c'est vrai que pour nous, en tant que professionnels, c'est terrible, quoi. On a l'impression que tout prend l'eau et qu'on essaie de faire ce qu'on peut avec des petits bouts de ficelle, mais voilà. Voilà, un cadre qui se détériore, des défaillances structurelles pour des enfants déjà en situation précaire. On continuera évidemment d'évoquer ce procès et la situation dans les ASE jusqu'au délibéré du tribunal correctionnel de Châteauroux prévu ce vendredi. Dans le reste de l'actualité, il y a cette enquête menée par Le Monde et France Info à La Rochelle. Des pesticides ont été retrouvés dans des tests sur des cheveux et urines d'enfants, alors que certains sont interdits en France. Oui, plus de 70 enfants sont concernés. Ils sont âgés de 3 à 17 ans et ont tous subi des prélèvements.
À la demande de l'association Avenir Santé Environnement, un organisme créé en 2019 après l'augmentation inquiétante du nombre de cancers pédiatriques dans la région. Une jeune fille, Pauline, 15 ans, est même décédée des suites de ces contaminations il y a 5 ans. Pour que ces drames cessent, il y a donc ces analyses et enquêtes lancées par l'association. Et les résultats sont sans appel, comme le précise son coprésident, Franck Rinchet-Girolet. On a, sur les 72 enfants qui ont été testés, on a relevé 45 molécules de pesticides dans les cheveux et 12 dans les urines. Et ce qui est relativement intéressant avec cette étude d'imprégnation, c'est qu'on a en capacité de dire que certains sont des pesticides agricoles, d'autres sont des pesticides domestiques et d'autres sont des pesticides dus à l'alimentation. Voilà pour les résultats. Et on l'a dit, certains de ces pesticides sont donc interdits en France, ce qui révolte encore plus le coprésident de l'association. Il y en a certains qui sont des insecticides interdits et qui, par effet de rémanence, restent très très longtemps dans l'environnement et donc dans le corps. Donc c'est pas forcément des molécules qui ont posé un souci de par leur interdiction, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les retrouve alors qu'elles sont interdites depuis 30 ans. C'est incroyable, que ces molécules sont restées dans l'environnement pendant une trentaine d'années, quoi. Elles restent dans l'environnement et certaines sont classées cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et c'est des molécules qui se conjuguent avec les molécules qui sont actuellement autorisées sur le marché et les autorités sanitaires ne prennent pas en considération l'effet cocktail de ces molécules sur la santé. Donc pour nous, il y a une faille qui est énorme là-dessus. Et notez pour finir que l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a indiqué au Monde et à France Info qu'elle ne souhaitait pas commenter des études civiles non scientifiquement prouvées. On passe à cette polémique lancée par David Lisnard, le maire de Cannes. Il s'est plaint d'un oubli dans les manuels scolaires. Tout est parti de ce tweet, vous allez le voir, où David Lisnard interpelle les éditions Hatier. Pouvez-vous m'indiquer où est évoqué dans votre manuel d'histoire géo pour la classe de 3e le pacte germano-soviétique d'août 1939 ? Nous ne trouvons avec mon fils nulle part mention de cette alliance tragiquement déterminante entre nazis et communistes, sauf que sur les réseaux sociaux, tout va très vite. Et il n'a pas fallu longtemps à la communauté des historiens pour vérifier et contredire cette information du maire de Cannes. Photo à l'appui. Page 70 du manuel, cet étudiant en histoire se dit surpris par ce tweet de David Lisnard. Le programme revient 2 fois sur le pacte germano-soviétique. Il suffit de regarder le sommaire. Pourquoi une telle malveillance ? Ces accusations sont graves. C'est l'honnêteté des historiens que l'on attaque. Honnêteté attaquée, mais information démentie. Toujours est-il que David Lisnard n'a pas supprimé son message sur X. Le président de l'Association des maires de France a simplement concédé son erreur dans une autre publication et ajouté que ces passages étaient mentionnés, je cite, de façon lapidaire mais claire et à une place dont chacun jugera l'exposition. Allez, on termine avec un autre manuel. Celui-ci ne devrait pas faire souffrir de polémique puisque c'est jeunes et citoyens. C'est le nouveau guide pour faciliter les démarches administratives des 15-25 ans. Oui, une initiative signée de la direction de l'information légale et administrative, un service du Premier ministre, un ouvrage d'une petite centaine de pages et une quarantaine de chapitres qui répondent chacun à une problématique. Par exemple, comment financer mes études, comment payer mes impôts ou encore quelles sont les aides au logement. Pour Lucille Josse, sous-directrice des publics et produits à la DILA, notre ambition est de faciliter l'entrée des jeunes dans la vie administrative et citoyenne, synthétique et pratique. Il centralise des thématiques incontournables, un condensé d'informations utiles pour être indépendant. Le manuel a été testé et approuvé dans plusieurs régions de France cet été. Il est désormais disponible en version papier et sur le site officiel servicepublic.fr. Merci beaucoup Adrien. Socialisation, apprentissage, transmission, des concepts vieux comme le monde et qui ont forgé nos sociétés humaines. On va justement parler des fondements de ces sociétés avec Bernard Lahire, qui est avec nous sur ce plateau. Bernard Lahire, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau du Grand JT. Nous sommes ravis. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes également l'auteur de ce livre, Les structures fondamentales des sociétés humaines aux éditions de la Découverte. Un livre précieux, un livre très complet. J'ai mis du temps à le lire, mais c'était passionnant. J'imagine que vous avez mis du temps aussi à l'écrire, à la fois dans la recherche et à la fois dans l'écriture. Oui, ouais. C'est vraiment sur plusieurs années. Plusieurs années, évidemment. Vous partez en tout cas d'un constat que je vais simplifier si vous me permettez, le constat de Darwin, qu'il y a une continuité évolutive entre l'animal et l'homme, oui. Très clair. Il y a des invariants
entre les deux. On va parler bien sûr de ces invariants comme l'entraide par exemple, mais ma première question, parce que tout le monde la critique en permanence, j'ai l'impression que vous mettez en avant le fait que c'est un avantage de vivre en groupe. Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, une chose sur laquelle on revient assez rarement, c'est le fait que l'humanité, depuis le début, vit en groupe. Il n'y a pas d'animal solitaire. On n'a pas de cas d'humain qui est vécu assez isolé. Alors qu'il y a des animaux qu'on appelle solitaires. Donc la question qui s'est posée et que les biologistes évolutionnistes se sont posés, c'est à quel moment dans l'histoire du vivant les espèces animales s'organisent en groupe. Et ils se sont rendus compte que c'est une question de survie. Plus on est faible, et l'humain est particulièrement faible en fait. Il n'est pas très fort, il court moins vite que d'autres, il n'a pas de griffes, il a plein de défauts en fait. Donc plus on est faible, mieux c'est d'être en groupe, de vivre en groupe pour se défendre contre les prédateurs, contre les attaques d'autres groupes, etc. Donc c'est un avantage tout à fait important. C'est bien de le dire en ce moment. Vous vous appuyez longuement sur les phénomènes donc repérés chez les animaux, vous venez de le dire, à travers diverses espèces pour justement décentraliser ce que l'on nomme l'apprentissage, qui est encore trop souvent considéré comme une faculté humaine. C'est vrai que vous dites l'animal est un homme, l'homme est un animal qui éduque, l'être humain est fait pour enseigner, mais c'est là où vous distinguez, mais la socialisation, l'apprentissage, la transmission ne sont pas propres à l'espèce humaine. Ah oui, alors ça c'est une grande découverte des biologistes et des éthologues, ceux qui travaillent sur le comportement animal, c'est qu'on a découvert dans des espèces où on pouvait douter qu'il existe de l'apprentissage, de la transmission culturelle, on l'a observé chez les poissons, chez les oiseaux, chez les insectes. Par exemple, il y a des études sur la drosophile, c'est cette petite mouche qui tourne autour des fruits. Il y a des transmissions culturelles entre drosophiles, entre poissons, alors chez les mammifères, c'est vraiment manifeste. Et chez les oiseaux aussi, un petit oiseau, il naît. Immédiatement, il observe ses parents et il apprend à voler. Il apprend à se cacher dans les fourrés. Mais c'est pas du mimétisme, c'est de la vraie transmission. Alors, comment l'expliquer, je veux dire, comment la définir? Mais c'est de l'apprentissage social, parce que ça suppose effectivement du mimétisme. Ça suppose de l'imitation, mais il y a aussi des processus de transmission plus explicites. Par exemple, il y a un cas, c'est chez les suricates. Vous savez, ces petits animaux qui sont dans le désert et qui se tiennent comme ça très droit. Enfin, c'est assez, dans les documentaires animaliers, c'est assez joli à voir. En fait, ils font de l'enseignement. Ils apprennent, parce que c'est très dangereux, à leurs petits à se débrouiller avec des scorpions, parce qu'ils mangent des scorpions. Or, c'est très dangereux. Donc, il y a des étapes. Et on fait passer les petits par des étapes pour progressivement s'habituer à attraper des scorpions sans que ce soit dangereux. Donc, dès qu'il y a quelque chose d'assez dangereux, en fait, il y a un processus d'apprentissage tout à fait organisé. Et chez les mammifères, on retrouve ça, pas que chez l'homme. Alors évidemment, chez l'homme, ça a pris une dimension incroyable avec notamment des institutions scolaires, ce que n'ont pas les animaux. Mais quand même, l'apprentissage existe en permanence, des transmissions culturelles. Chez les chimpanzés, par exemple, on apprend à casser des noix, par exemple, des fruits à coque. Et les petits sont là, ils regardent des adultes. Et c'est ce que nous faisons aussi, hein, les petits, nos enfants, ils nous regardent. Ils apprennent beaucoup sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Ils nous observent, ils s'identifient et ils essayent de faire pareil. Voilà. Lorsqu'on est dépendant de l'autre ou à l'autre, je ne sais pas comment on le dit, vous parlez de ce mot, enfin avec ce mot un peu savant, hein, de l'altricialité secondaire. Hein. J'aimerais que vous l'expliquiez parce que vous l'expliquerez bien sûr bien mieux que moi. L'espèce humaine, je vous cite, est caractérisée par une naissance prématurée et par une très longue période de développement extra-utérine. Est-ce que cette période justement, elle suppose qu'elle doit être constamment stimulée finalement par les adultes? En fait, ce qui se passe, c'est que les femmes ont eu un problème à résoudre, parce que Homo sapiens, c'est très particulier comme espèce. On est des bipèdes, ce qui a rétréci le bassin des femmes. Et du coup, c'est pas possible avec
en plus un cerveau qui grossissait, parce que c'est ça aussi qui caractérise notre espèce, c'est qu'on est une espèce à gros cerveau. Si vous allez au bout de la maturation du petit, il sortira pas. Donc, déjà qu'un accouchement chez Homo sapiens, c'est vraiment très dangereux, et c'est uniquement dans nos sociétés très médicalisées qu'on a à peu près réglé le problème. Il n'y a pas un taux de mortalité infantile à la naissance important, mais au départ, l'humanité a payé cher cette situation-là. Donc, ce qui fait que la solution évolutive, biologique, c'est d'avoir une naissance prématurée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Un petit qui n'est pas terminé, et on le sait bien, hein, il n'a pas ses dents, il ne sait pas marcher, il ne sait rien faire, en fait, il est incompétent. C'est ça, l'altricialité secondaire. Tous les mammifères, en fait, sont soit précoces, soit altriciels. Alors, précoce, ça veut dire ils naissent et très rapidement, ils arrivent à se débrouiller. Quand ils sont altriciels, ça veut dire qu'ils ont besoin d'être suivis, guidés, protégés, soignés pendant plus ou moins longtemps. Or, chez les mammifères, c'est les primates qui sont les champions de l'altricialité, et chez les primates, puisque nous sommes des primates, eh bien, nous sommes les champions du temps long. Du temps de dépendance très long. Oui, c'est ça, un temps de dépendance et une culture, un savoir finalement qui entraîne aussi davantage nécessairement de culture. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend, mais plus on apprend, plus on a besoin nécessairement que l'autre apprenne encore plus. C'est ça. Et en fait, on est non seulement dépendant physiologiquement, un petit ne sait pas se débrouiller tout seul, il mourrait parce qu'il n'a pas la capacité à aller chercher à manger, à se réchauffer, à se protéger de plein de son environnement, assez généralement, mais ce qui se rajoute dans l'espèce humaine, c'est son caractère culturel. C'est-à-dire qu'un petit, il naît et en plus, il est totalement dépendant de son entourage pour s'adapter au groupe. Parce que le groupe, il a une culture. Il y a des armes, il y a des outils, il y a des savoirs et savoir-faire qui ont été accumulés et qui se transmettent. Donc ça rallonge encore un peu plus la durée d'apprentissage de l'enfant humain, qui aujourd'hui, on est arrivé à un tel point qu'on parle de post-adolescence, parce que nos petits, en fait, ils ont plus de 18 ans et ils sont encore dépendants des parents, parce qu'on apprend de plus en plus tardivement, en fait. On sort très tardivement de la dépendance. Alors qu'au début de l'humanité, les enfants quand même étaient beaucoup plus rapidement en situation d'autonomie, on va dire. Donc, alors qu'on demande effectivement aujourd'hui aux jeunes d'être de plus en plus autonomes sur les réseaux sociaux, par exemple, sur le numérique, sur plein d'aspects, vers la culture de l'information. On n'apprenait pas si jeune aux enfants l'actualité, enfin en tout cas à décrypter l'actualité. Et pour autant aujourd'hui, les enfants, comme vous le dites, restent plus longtemps chez leurs parents. Ils restent chez leurs parents par obligation scolaire. Parce que, objectivement, même dans les milieux populaires, pendant très longtemps, on sortait très tôt de l'école. Aujourd'hui, on ne sort pas avant 18 ans, la plupart du temps. Hein. Et du coup, ça a allongé la durée de scolarité et forcément la dépendance, au moins économique, vis-à-vis des parents. Quand les parents ont un certain capital économique, ils peuvent rendre les enfants relativement indépendants, ils ne vivent plus avec eux par exemple, mais enfin ils restent très très dépendants des parents, et encore une fois ils restent très longtemps dans le système scolaire parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, parce qu'on est dans des sociétés qui nécessitent en fait un apprentissage incroyable. Mais constant en fait, et qui est de plus en plus grand. Oui. Et c'est une caractéristique d'ailleurs de l'humanité, c'est-à-dire que nous avons une plasticité cérébrale, c'est comme ça qu'appelle notre souplesse cognitive les neuroscientifiques, c'est-à-dire on a une plasticité tout au long de la vie. On est capable d'apprendre tout au long de la vie. Et même quand on étudie des gens qui entrent dans une maison de retraite, un EHPAD, on voit que les gens continuent à s'adapter, à apprendre de nouvelles choses. On peut apprendre à des personnes qui sont du 3e, 4e âge à utiliser des ordinateurs qu'ils n'ont jamais utilisés dans leur vie d'adulte. Et donc, ça, c'est vraiment une caractéristique de l'humain, c'est la capacité à apprendre jusqu'au bout. Alors, évidemment, la plasticité est énorme quand on est enfant. On voit bien la capacité de nos enfants à apprendre beaucoup, beaucoup de choses, et assez facilement. Ça devient un peu plus dur, mais quand même, jusqu'au bout, on apprend. Et ça, c'est important.
On parle d'expérimentation aussi, ou d'expérience peut-être plus jeune, et d'apprentissage plus tard. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est une fausse idée ? Oui, c'est à peu près la même chose. En fait, la question, c'est les modes de transmission. Comment ils sont organisés. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'école. L'école s'est inventée très tardivement dans l'histoire de l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait la même chose que les animaux. C'est-à-dire, on observait, on imitait, on refaisait ou on aidait la personne qui faisait et progressivement on apprenait comme ça, sur le tas comme on dit, c'est-à-dire un apprentissage pratique, par la pratique. Et puis progressivement les savoirs se sont tellement complexifiés qu'il a fallu des écoles, c'est-à-dire des lieux spécifiques où on retire les enfants de la pratique et on les met dans des situations où il faut apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de prérequis, déjà apprendre à lire et à écrire, parce que la plupart des savoirs passent par de l'écrit aujourd'hui. Donc si il y a déjà tout ce temps-là, donc on apprend à lire progressivement, et puis c'est un processus infini. Il y a toujours des textes que moi je n'arrive pas à lire, parce que je ne suis pas suffisamment compétent. Donc toute la vie, on peut encore apprendre. Dit-il, directeur de recherche au CNRS. On en est tous là. Si on me met une thèse de droit entre les mains, je ne comprendrai pas la moitié de ce qui s'écrit. Non, mais j'entends ce que vous dites. Effectivement, vous êtes sachant dans un domaine, il y a forcément dans d'autres. Voilà. Mais puisqu'on parle d'apprentissage, alors souvent, vous savez, le terme apprentissage, quand on parle d'éducation et d'école en général, est plutôt propre à ceux qui sont dans des formations professionnelles ou apprentis. Aujourd'hui, on va parler 2 secondes un peu politique, en tout cas de l'éducation. Mener les enfants vers l'apprentissage de plus en plus tôt. J'aurais aimé votre avis là-dessus parce qu'on privilégie les stages au détriment des formations, enfin des enseignements dits fondamentaux. Oui. Alors, de mon point de vue, c'est une erreur sociétale. C'est-à-dire, c'est même pas... Je pose même pas la question en termes politiques, parce que je pense que des gens à droite comme à gauche peuvent avoir cette idée-là. Elle peut paraître... Quand je dis politique, pardon, je parle de choix, en fait. De choix de ce qu'on veut pour nos enfants. Bien sûr. Ouais. Il y a l'idée que certains s'ennuient tellement à l'école que est-ce bien nécessaire de les laisser dans un système d'enseignement, etc. Le problème, c'est qu'on est quand même dans des sociétés où, comme je le disais tout à l'heure, il y a une complexité des savoirs. Si plus tôt on arrête l'école... en fait, paradoxalement, plus on va avoir des gens qui sont inadaptables à de nouvelles situations. Ce qu'apporte l'école, c'est pas simplement des savoirs précis, c'est la capacité à apprendre. Plus vous laissez quelqu'un dans le système scolaire, plus vous façonnez un individu qui va être capable de s'adapter. Parce qu'il aura les bonnes méthodes, parce qu'il saura aller chercher l'information, l'organiser, etc. Donc, moi, je pense que c'est un mauvais calcul que de retirer très tôt les enfants de l'école. On parlait juste avant de dépendance, on parlait de la mère notamment, et de cette symbolique de protection. Cette protection, évidemment, qu'ont les parents, et surtout la mère aussi, et on va revenir aussi au rôle des femmes, la mère vis-à-vis des enfants est positive, mais elle peut aussi créer un rapport de domination. Alors, les parents en général, et pas que la mère, on ne va pas mettre toute la charge sur la mère. Elle est déjà suffisante. D'autant qu'une des particularités des humains, c'est que les pères se sont rapprochés. Et tout simplement parce que l'enfant est particulièrement vulnérable. Et ce que les préhistoriens, paléo-anthropologues ont montré, avec les ethnologues aussi, c'est que, en fait, l'éducation d'un enfant chez les humains, c'est toujours collectif. On dit, il y a un proverbe africain qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est tout à fait juste. C'est une donnée de base en fait de l'humanité. Il y a ce qu'on appelle des alloparents. C'est-à-dire il y a les parents et puis des alloparents, c'est-à-dire des parents extérieurs aux parents biologiques. On voit bien aujourd'hui, ça prend des formes institutionnalisées. On a des crèches, on a des nourrices, on a plein d'aides en fait pour s'occuper d'un enfant, parce que c'est terrible de s'occuper d'un enfant. Un enfant humain, c'est très très énergivore et chronophage pour les parents, et c'est très prenant. Donc, quand les parents se retrouvent seuls avec un enfant, ça peut être terrible et très très lourd, très fatigant. Voilà, il peut y avoir des catastrophes de ce fait-là. Donc, il y a tout ce travail qui est fait autour de l'enfant qui est nécessaire à cause de sa grande vulnérabilité. Donc là, on est dans la logique de protection. Mais il y a cette logique aussi de domination. Est-ce que la protection amène à la domination ? Mais en fait, c'est
les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle la face claire et la face sombre de cette altricialité secondaire, c'est-à-dire que d'un côté, les parents, si les parents n'étaient pas bienveillants, le petit mourrait, et d'ailleurs ce serait la fin de l'espèce, parce que nos petits ne se débrouilleraient jamais seuls. À la différence de beaucoup d'animaux. Ouais. Si nous n'étions pas, si les hommes et les femmes qui ont un enfant ne se sentaient pas concernés par l'enfant, ce serait une catastrophe. Donc il y a eu des mécanismes qui ont permis ce rapport très bienveillant à l'enfant, de soins, de protection, de nourrissage, de nettoyage, de tout ce qu'on veut. Voilà. Et en même temps, évidemment, on voit qu'il y a une dissymétrie énorme entre les parents et les enfants, c'est-à-dire que les parents aussi sont ceux qui sanctionnent, qui peuvent réprimer, qui disent non, qui sont aussi ceux qui dominent l'enfant. Alors ils le dominent physiquement parce qu'ils ont la force alors qu'ils sont faibles, ils sont autonomes alors qu'ils sont dépendants, etc., etc. Et c'est ça qui est caractéristique aussi de l'humanité, c'est ce rapport de dépendance-domination qui en permanence se joue dans les rapports parents-enfants, puis entre adultes et plus jeunes. Oui, ces rapports sont clairement décrits effectivement dans votre livre « Les structures fondamentales des sociétés humaines », Bernard Lahire, et vous parlez aussi de la hiérarchie entre frères et sœurs, des fratries qui est très intéressante. Vous lirez à ce sujet cette domination qui s'exerce. Et aussi, j'aimerais juste un petit clin d'œil, parce qu'il nous reste que 4 minutes, mais sur ce qui est antérieur à ce qui est postérieur. C'est-à-dire qu'on a toujours cette espèce de respect ou de domination, pour le coup, je ne sais pas si c'est un respect, de domination des anciens. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un invariant dans les sociétés humaines, c'est quand ceux qui arrivent avant les autres ont toujours une autorité sur les autres. Les premières sociétés humaines sont des gérontocraties, c'est les vieux qui dominent les plus jeunes. Les parents, évidemment, logiquement arrivent avant les enfants, bon ça tout le monde comprend. Mais du coup, il y a cette autorité qui s'installe entre les parents et les enfants, et on le retrouve aussi entre aînés et cadets. Le droit d'aînesse a été universel dans toutes les sociétés humaines. Il y a eu des privilèges donnés aux aînés, à ceux qui arrivent avant. Et comme ça continue jusqu'à des représentations religieuses, entre guillemets, ou magico-religieuses, où on a toujours considéré que l'esprit des ancêtres était là, nous surveillait, nous protégeait, mais aussi pouvait se mettre en colère contre nous si on ne faisait pas les choses correctement comme nos ancêtres le faisaient. Je presse un peu parce que j'aimerais tellement discuter avec vous longuement, mais juste cette domination forcément qui s'exerce des hommes sur les femmes, on est obligé d'en dire un mot. Les sociétés matriarcales, ça n'existe pas ? Non. Non. C'est-à-dire, un monde s'écroule, Bernard. Non, alors si vous lisez bien les préhistoriens, il n'y a rien qui s'écroule. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des sociétés qui sont matrilinéaires, qui peuvent se transmettre un certain nombre de choses par la mère. Il y a aussi des sociétés qui sont matrilocales, c'est-à-dire que c'est les hommes qui rejoignent les femmes quand ils s'installent, quand ils se marient, quand il y a une alliance. Mais en fait, des sociétés matriarcales qui auraient eu un pouvoir politique, guerrier, religieux, économique entre les mains des femmes, malheureusement... Pas encore. Bientôt. En revanche, non, mais quand je dis bientôt, je fais un clin d'œil, mais en revanche, chez les animaux, c'est quand même beaucoup plus fréquent. Et alors, pour avoir effectivement lu votre livre et travaillé un peu cette interview, j'ai lu qu'effectivement, chez les hyènes, ça me paraissait en effet logique, les orques, les lionnes, par exemple, c'est effectivement les femmes qui dominent ce fameux petit monde. Ah oui, tout à fait. Les bonobos aussi. Les bonobos, oui. Et d'ailleurs, souvent... Et amènent la paix. Alors, c'est compliqué, parce que les bonobos ne sont pas les hippies qu'on a parfois décrits. C'est quand même des sociétés animales violentes. Mais en tout cas, les femelles dominent en se mettant ensemble. Voilà. Les mâles sont... Il y a une sororité. Oui. Oui, il y a une complicité très grande entre femelles, ce qui fait que quand un mâle vient, je ne sais pas, prendre une banane ou un fruit qu'il n'a pas à prendre, elles se mettent à plusieurs et elles lui font... Elle lui explique que c'est pas bien. Voilà. Et elles lui expliquent très durement, en fait. C'est des coups de griffe, voilà.
Et les hyènes, c'est la même chose, et les lionnes aussi, etc. Ça reste encore un mystère. Cette notion de domination, encore une fois, si on nous avait beaucoup plus de temps, on resterait dessus, notamment sur la verticalité qui est hyper importante et qui existe, qui est incroyable, cette verticalité du plus grand qui dominerait le plus petit, en termes de longueur, tout simplement, et autres. J'aimerais juste un petit mot sur les enseignants. Ce sont les dominants du groupe, au-delà des figures parentales qui sont le plus souvent imitées. Les sociétés humaines vont ajouter à ces figures d'autorité primordiale, et je vous cite toujours, celle d'experts ayant acquis une autorité dans tel ou tel domaine. Donc on pense forcément à nos profs. Est-ce que c'était valable un temps ou est-ce que ça est toujours valable aujourd'hui ? Mais c'est toujours valable. Si vous voulez, en fait, c'est même un processus qu'on observe chez d'autres espèces animales, parce que les petits, ils imitent qui ? Les plus âgés. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont plus d'expérience. Donc c'est plus rentable d'aller vers quelqu'un qui a du savoir. On n'a pas le choix, en fait. Il y a cette dépendance à l'égard de l'expérience qui a été accumulée. Alors, c'est vrai que le système scolaire a un peu bouleversé les choses dans le sens où il peut y avoir des jeunes plus cultivés que les adultes, que leurs propres parents, ça arrive, et que ça peut changer un peu la donne. Mais de manière générale, quand même, dans tous les univers de savoir, les plus vieux, qui ont plus d'expérience, qui ont plus de savoir accumulé, dominent les plus jeunes qui arrivent. Et c'est un peu une constante. Une constante. Bernard Lahire, je vous conseille effectivement le livre « Les structures fondamentales des sociétés humaines » paru aux éditions de La Découverte. Merci mille fois d'être venu sur ce plateau. Juste un dernier mot, et je vais me faire tuer en régie, c'est pas grave. Juste, mais une réponse en 2 secondes. Est-ce qu'une société sans domination est possible, Bernard Lahire ? Alors, sans domination masculine, je dis oui. Je pense que c'est même bien parti pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer. En revanche, la domination des plus vieux sur les plus jeunes, c'est quand même difficile. Penser qu'un jour, les petits qui naissent domineront leurs parents... Oui, ça en termes de chronologie, c'est compliqué. C'est difficile. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Laurence Beldowski. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Capital Filles. Capital Filles s'adresse aux collégiennes et lycéennes scolarisées dans les établissements relevant de la politique de la ville, mais également des territoires ruraux. Ça fait beaucoup de jeunes filles. Depuis 10 ans, Capital Filles construit et déploie un programme ambitieux au service des filles et de l'égalité et des chances, qui est un programme très important aujourd'hui. Le mot revient beaucoup. Il est parfois un peu éludé. Justement, vous avez lancé une étude en partenariat avec le cabinet Occurrence, le groupe IFOP, entre avril et mai 2024, c'est bien ça, auprès de l'ensemble de vos filleuls. Quel était l'objectif de cette étude ? Alors vraiment, ce que l'on souhaitait avant tout, c'est d'entendre ces filles que l'on entend très peu, qui sont plutôt invisibilisées, et de mesurer la confiance qu'elles avaient en elles, mais aussi en leur avenir. Dans cette société aujourd'hui, qui n'est pas toujours égalitaire et qui est toujours aussi un petit peu difficile quand on vient des quartiers moins favorisés. Alors elle n'est pas égalitaire effectivement du point de vue du quartier qui n'est pas favorisé et en plus du fait d'être une fille. D'être une fille. Donc c'est la double peine. Justement baromètre je l'ai. Quels enseignements généraux peut-on tirer des résultats ? De manière assez large. Alors, en fait, déjà, le chiffre qui nous a le plus alerté, c'est que 64% des filles qu'on interroge ne se sentent pas soutenues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est ça, parce que alors, soutenu, ça peut être le soutien, effectivement, d'avoir des gens autour de soi, c'est un soutien financier, ça veut dire beaucoup de choses. C'est quoi le soutien ? Alors, on a identifié des soutiens majeurs, que sont le soutien des parents ou des proches, le soutien des amis. Mais le soutien des parents, ça veut dire quoi, pareil ? C'est un soutien moral ? Alors, c'est un soutien moral, mais c'est aussi être accompagné quand on va sur Parcoursup, ça veut dire aussi être soutenu dans ses projets, ça veut dire être encouragé, ça veut dire aussi prendre du temps pour. Tous les parents ne le font pas ou ne sont pas en capacité de le faire. Et ça veut dire un soutien financier aussi ? Alors, on n'est pas parti sur la dimension financière, mais c'est un peu induit aussi. C'est un peu induit, d'accord. Et donc, vous vous êtes rendu compte effectivement que 64% des filles non soutenues, et là c'est assez impressionnant, et je vais vous le laisser le dire en fait, ne sont pas confiantes en leur avenir.
Et c'est là où quand même on est extrêmement inquiet de la situation de la France et de ces jeunes filles de manière générale. Elles ont répondu, 36% des filles soutenues disent qu'elles sont confiantes. C'est quand même extrêmement alarmant. C'est extrêmement alarmant, surtout quand je reviens à cette notion de soutien. On entend par soutien tout l'écosystème qui entoure ces filles. On peut parler aussi de leur ville, l'accès au sport, l'accès à la culture. On parle du corps enseignant, de l'encadrement de leur lycée, qui est important. On peut parler également de leurs amis. Parce que quand on est entouré d'amis qui ont aussi ces biais sexistes en tête et qu'on dit qu'on voudrait plutôt faire travailler dans le bâtiment, dans la construction, c'est pas toujours évident non plus. Il n'y a pas que le proche cercle familial. Et puis après, il y a aussi le fait de se sentir complètement en sécurité dans son lieu de vie pour pouvoir aller et venir et faire ce qu'on veut. Donc tous ces soutiens mis bout à bout, s'ils ne sont pas ressentis, c'est vécu vraiment comme des difficultés pour avancer dans la vie, et ça empêche les filles de se projeter dans des métiers, un avenir et des choses que forcément elles n'arriveront pas à atteindre parce qu'elles vont s'auto-limiter. Oui, parce que vous mettez en relation effectivement la notion de soutien et la notion de confiance. Oui. C'est assez frappant. Les filles non soutenues ont davantage tendance à avoir une vision pessimiste de l'avenir du monde. Oui. Et effectivement, parmi les filles soutenues, 42% sont plutôt confiantes, alors que lorsqu'elles ne sont pas soutenues, elles sont à hauteur de 30%. Oui, et cet écart, il se retrouve à tout un tas de niveaux sur aussi leur façon d'être dans la société. Les filles soutenues vont être plus engagées dans des associations ou dans des ONG, elles vont être plus au fait de l'actualité, elles vont plus s'informer, elles vont aussi faire plus de sport, elles vont... et du coup, toutes ces conditions réunies sur leur intégration dans la société va favoriser leur projection, une vision optimiste et aussi leur façon de se comporter, c'est-à-dire d'aller vers les études, de franchir les barrières. Cette confiance en elles, en fait, elle est le socle de leur réussite. Vous travaillez justement chez Capital Filles à la confiance en soi, justement, à pouvoir travailler ça. Oui. Parce qu'on appelle ça un travail. Alors, le mot est un peu barbare, parce que finalement, on se dit on ne peut pas travailler une confiance, mais en fait, si. Ah, si, tous les jours. En fait, chez Capital Filles, on sensibilise toutes ces filles à cette notion de sexisme, d'égalité des chances, et on leur donne des armes, vraiment, pour pouvoir se défendre et puis repérer un peu tous les biais qui vont les auto-limiter ou qui vont faire qu'elles n'évolueront pas comme elles le veulent. Et après, nous, on leur propose d'être en mentorat avec une marraine d'une entreprise on a à peu près 46 entreprises partenaires qui proposent à leurs collaboratrices de devenir marraines de ces filleules. Et là, ce binôme marraine-filleule, la marraine, sa première mission, c'est de donner confiance à sa filleule, dans ses capacités, dans sa projection, et puis après de construire son projet avec elle et de l'accompagner, de lui dire que tout est possible et que forcément il y a quelque chose pour elle. Les marraines font partie de ce soutien dont vous parliez ? Le soutien dans les filles soutenues, il arrive en 3e position. C'est énorme. Et en fait, on se rend compte que le rôle d'une adulte ou d'un adulte référent hors de son contexte familial et social est hyper important. C'est un regard neutre et positif qu'on pose sur elle. Et forcément, la marraine, elle arrive avec cet esprit extrêmement positif et énergique pour les aider à découvrir le meilleur d'elles-mêmes. Donc, on voit les choses en grand, on explore plus de choses, de possibilités, de pistes d'orientation. Et puis aussi, les marraines, elles ouvrent leur réseau. Donc, elles vont aller tester des choses, elles vont découvrir de nouveaux horizons. Et forcément, ça va leur donner envie. Un principe du mentorat qui est absolument génial. Et d'ailleurs, c'est un principe qui est très bon pour l'un comme pour l'autre. Qui finalement va choisir ? Est-ce que c'est la jeune fille qui va choisir son mentor ou peut-être vous, chez Capital Filles ? Comment ça se passe ? Oui, parce que quand même, l'année dernière, on a accompagné 1480 filles. Ah, donc, c'est un peu compliqué voilà. Donc, il y a un matching qui se fait avec toutes nos chefs de projet, avec toute l'équipe Capital Filles qui est vraiment engagée sur ce sujet. Et on va donner 2 critères. Le critère géographique pour qu'elles puissent se retrouver physiquement et qu'il y ait un accompagnement de proximité, mais aussi soit le métier, soit le secteur d'activité dans lequel la marraine est. Et si la marraine n'est pas exactement dans le secteur d'activité ou dans ce métier, elle va ouvrir son réseau et puis elle va aller explorer, elle aussi, avec la filleule pour trouver un petit peu comment arriver
à réussir ses ambitions ou ses objectifs. Alors parlons justement de ces filles, toujours grâce à ce baromètre, le premier que vous avez publié, je le rappelle avec l'Institut Occurrence, le profil des répondantes. Il y a un âge, il y a un lieu de vie, il y a des études et il y a l'habitat chez les parents. C'est assez flagrant lorsqu'on parle effectivement des lieux de vie. J'aimerais y revenir parce qu'on est toujours un peu focalisé malheureusement sur les grandes villes que sont Paris, Marseille ou Lyon. Eh bien heureusement, fort heureusement, il y en a plein d'autres. Ah oui. Et puis plein de villages et puis des campagnes aussi qui sont très fortes, oui. bien entendu, oui. et dont on a besoin de parler aujourd'hui. 44%, je vois le chiffre des jeunes qui sont en banlieue qui se sentent non soutenus. Oui, en fait, on se rend compte, vous savez, c'est un peu ce qu'on appelle cette double peine d'être dans des quartiers populaires. Triple en l'occurrence, parce que ça fait dire fille pas soutenue. Oui. Fille. Ah bah oui. Ah bah en fait, oui, tout s'enchaîne, vous avez complètement raison. Ouais. Et puis, d'être une fille aujourd'hui, en fait, vous savez, depuis MeToo, on nous dit, mais non, ça va mieux, enfin, l'égalité, elle est en train de s'installer, voilà. Mais il ne faut pas oublier que quand on a 16-18 ans, on vit chez ses parents, on vit dans un environnement et c'est cet environnement qui va dicter votre avenir quelque part. Et c'est difficile de se projeter dans des métiers ou dans une vie dans laquelle on ne s'identifie pas. Je vous donne un exemple dans les campagnes. Quand vous êtes issu d'un milieu viticole ou agricole, vos parents sont dans l'agriculture, vos cousins sont dans l'agriculture, les voisins sont dans l'agriculture. Comment on se projette dans des métiers qu'on n'imagine pas et qu'on n'identifie pas? Comment on se projette dans quelque chose qu'on ne connaît pas? Donc c'est vraiment cette idée qu'en fonction de son lieu de vie, on a aussi un cadre, des métiers qui sont exercés par son entourage et ses parents, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de mauvais métier. C'est juste qu'en fait, c'est enfermant. Et chez Capital Filles, le but, c'est vraiment d'ouvrir ces filles et de leur permettre de voir autre chose. Parce qu'elles vont trouver des voies qu'elles n'imaginent pas. Si la projection peut encore se faire, c'est-à-dire l'idée, le débat en famille, effectivement, sur l'idée d'aller travailler dans un monde, un univers qui est complètement différent de celui des parents, est-ce que c'est tout simplement la réalisation, c'est-à-dire le fait que ce soit peut-être loin, à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de résidence, peut-être que ce soit aussi très onéreux pour ces jeunes filles, le fait de sortir effectivement de ce monde qui est un peu les enclaves finalement. Oui. Alors chez Capital Filles, on a aussi des séances d'accompagnement et de coaching pour les filles pour leur présenter toutes les bourses qui existent, tous les moyens de s'autonomiser financièrement avec, en fait, on ne connaît pas toutes les aides qu'il peut y avoir. Vous changez de département, vous pouvez avoir une bourse de déménagement. Elles ne connaissent pas les APL, elles ne connaissent pas tout un système aujourd'hui quand même en France qui est très aidant. Et puis on les accompagne aussi sur cette idée, peut-être dans leurs études supérieures, de prendre un petit job, un job étudiant. Mais il y a des lieux qui sont encore plus freinants que d'autres. Là, on a démarré notre activité sur l'île de la Réunion. Vous imaginez, quand on est une jeune fille de 17 ans, qu'on vient d'avoir son bac et qu'on se projette dans des études dans l'Hexagone ou sur le continent, imaginez l'état d'esprit des parents. Enfin, moi, en tant que maman, je pense que ça aurait été aussi compliqué. Il n'y a pas que de laisser partir son enfant. De laisser partir son enfant à l'autre bout de la France, quand même. Donc, on va, là, avec cette installation à La Réunion, on est aussi en train de regarder comment elles peuvent être accueillies, comment elles peuvent être accompagnées pour favoriser tous ces déplacements. Alors, le profil des répondantes, toujours, je parlais de l'âge, ça c'est assez important, mais le lieu de vie. Il y a aussi les études. Je suis au lycée, effectivement. Eh bien, je me sens soutenue à 81%. J'ai fini l'arrêt de mes études, eh bien 1%, voilà, 1% se sentent soutenus. Oui, en fait, chez Capital Filles, on continue l'accompagnement au-delà de la première du bac, quand elles ont besoin. Et il ne faut pas oublier que ces filles qui se projettent dans des études supérieures, elles se rendent compte peut-être que c'est pas forcément la bonne orientation, mais ça vaut pour toutes les filles du monde, entre guillemets. Et nous, ce qu'on veut surtout, c'est qu'elles n'arrêtent pas, qu'elles se sentent soutenues au moment de ce choix qu'elles doivent faire, de cette décision qu'elles doivent prendre, pas arrêter ses études, mais de se réorienter, de refaire ce chemin, de trouver la bonne voie et de pouvoir être accompagnées de nouveau par une marraine. Mais quand on parle là du soutien, fréquemment aussi, elles peuvent de leur entourage, on peut leur dire, bon, ça te plaît pas, ça marche pas, trouve un job.
Nous, notre mission, c'est vraiment de continuer à les accompagner et puisqu'elles avaient décidé de faire des études supérieures, qu'elles continuent à faire des études supérieures. Quand on a 14 ou 16 ans, qu'on vous contacte, Laurence Beldowski ou quelqu'un au sein de Capital Filles, et qu'elle vous dit je viens vous voir, mais en même temps, ma famille ne me suit pas. Ils ne veulent pas que je vienne chez Capital Filles parce qu'ils ont trop peur que je sois mal influencée. Ou comment vous faites pour pouvoir justement enlever ces mauvaises ces idées reçues? Notre organisation, en fait, elle permet d'entrer directement dans les lycées. On est en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et on est agréé. Et en fait, nous, on est en lien avec les rectorats qui nous conseillent les lycées qui sont en QPV ou intervenir. Et après, ce sont les référents dans les lycées. Alors, ça peut être le proviseur, la référente égalité ou un professeur investi qui nous fait intervenir devant les classes et qui propose aux filles, dans le cadre aussi du lycée, d'avoir l'accompagnement Capital Filles. Donc, on peut rassurer les parents tout de suite, leur dire tout est bordé, tout est calé, ce n'est qu'un soutien, ce n'est que positif. Oui. Et c'est pour justement aller de l'avant et pour pouvoir sortir un peu de ces principes très établis. Je rappelle juste un petit dernier chiffre pour ceux qui n'auraient pas entendu. Moins d'une fille sur deux, 48% donc, estime avoir les mêmes droits et les mêmes chances que les garçons de son âge. Ça en dit long quand même. Merci beaucoup Laurence Beldowski. Merci. Tout de suite, on va retrouver Adrien Fontenot pour sa chronique. Adrien, dans Vue à l'étranger, vous nous emmenez en Argentine où la pop star Lali a décidé de déclarer la guerre à son président. Le président argentin, c'est Javier Milei. Oui, une guerre qui a démarré il y a plus d'un an déjà. Mais avant de commencer, on va d'abord présenter nos deux protagonistes de cette histoire. À gauche, l'actrice et chanteuse Lali, 33 ans, des millions de fans en Argentine, mais aussi à travers le monde. Une artiste, tout ce qui est plus normal sur le papier. À droite, à l'extrême droite même, le président Javier Milei, arrivé au pouvoir en décembre 2023, ultralibéral et plus que clivant. Vous avez choisi des photos plutôt pas mal. Pour l'instant, on ne voit rien. Ça va. Bon, alors, une fois que les présentations sont faites, qu'est-ce qui a amené ces deux personnes, justement, à se déclarer la guerre, alors que tous les opposent, a priori? Comme vous avez dit, Virginie, tous les opposent. C'est justement ça. Leur idéologie, particulièrement, et à cause de ça que la tension va monter entre les deux. C'est la pop star argentine qui a lancé les hostilités avant même l'investiture de Javier Milei. Le 14 août, précisément, alors que l'économiste arrive en tête des primaires de l'élection présidentielle argentine, à la surprise générale, Lali se fend d'un premier message sur son compte X. Quel danger, quelle tristesse, peut-on lire. Elle est profondément féministe et progressiste, Lali, des valeurs très loin de celles prônées par Javier Milei, le président argentin, qui prendra d'ailleurs le temps de lui répondre, puisque ce n'est qu'en février dernier que l'homme d'État va qualifier la chanteuse de parasite sur un plateau de télévision. Javier Milei faisait alors allusion aux subventions dont Lali bénéficierait en tant qu'artiste. Alors, on parle de guerre entre Javier Milei et Lali, mais ce n'est pas que Lali, puisque le président argentin a le monde de la culture plus globalement dans le viseur. Oui, pour faire un petit aparté sur le monde de la culture, la vision de Javier Milei est claire à ce sujet. Il n'y a pas de place pour les artistes, acteurs et musiciens. Et comme il l'a fait avec Lali, l'une des premières mesures de son nouveau gouvernement a été de répandre l'idée selon laquelle les acteurs du monde culturel recevaient des millions de pesos des contribuables par le biais d'aides gouvernementales et qu'il fallait mettre fin à cette situation plus concrètement et dans les textes de loi. La première décision de Javier Milei à son arrivée au pouvoir a été de réduire le ministère de la Culture à un secrétariat et d'en confier la direction à un producteur de théâtre privé. Une décision qui annonçait déjà la couleur et par la suite, un projet de loi proposait tout simplement de dégraisser, démanteler et dans certains cas éliminer certaines institutions. De l'Institut national du cinéma et des arts audiovisuels au Fonds national des arts en passant par l'Institut national du théâtre. Une mort lente promise aux différents acteurs du secteur. Tout cela sans parler de la privatisation d'écoles de cinéma, l'annulation de festivals phares et j'en passe. Mais revenons-en à Lali qui avait donc son mot à dire face à toutes ces mesures. Vous imaginez bien, dans un long message sur X où elle revient sur son parcours, sa réussite, la chanteuse de 33 ans explique que la culture ne génère pas seulement beaucoup de travail, elle construit et raconte l'identité d'un peuple et surtout elle génère de la joie et de l'émotion. Je respecte sans le partager que votre projet tourne le dos à la culture ou ne lui donne pas la priorité, mais je crois que diaboliser une industrie et les personnes qui la composent n'est pas une solution. Président, vous êtes le capitaine d'un navire dans lequel nous voyageons tous, j'accepte le chemin choisi par la majorité, mais je veux avoir la liberté de penser différemment.
Bon, elle a tout dit, Lali, très clairement. Cela pourrait être presque une conclusion de ce papier, mais non. Car après les échanges de messages par médias interposés, notamment celui que vous venez de lire, eh bien la guerre s'est un peu plus matérialisée il y a 2 semaines, Adrien. Exactement, avec ce clip de la chanteuse, son nom Fanatico, déjà 5 millions de vues sur YouTube, plusieurs millions également sur les plateformes de streaming, et dans lequel on peut entendre les paroles suivantes, je cite, « Tu aimes prétendre que tu n'as aucune idée de qui je suis, je sais que tu as un poster de moi dans ta chambre, tu prétends être le méchant mais tu manques d'affection, viens ici, viens plus près, je signerai ta photo ». Tout au long de sa prestation, la chanteuse enchaîne les allusions à différentes altercations avec Javier Milei et rien n'est laissé au hasard. Le décor du clip est un entrepôt, comme une référence au surnom que lui donne le président argentin, Lali Deposito, qui signifie dépôt. Je parle couramment espagnol, je pense que ça signifie dépôt, alors que son nom de famille est Esposito. Lali porte également une perruque assez mal coiffée, allusion directe à Milei, souvent surnommé la Peluca. Encore une fois, la perruque en français sur les réseaux sociaux. Voilà, autant d'attaques auxquelles le chef d'État argentin n'a pas répondu encore, mais une passe d'armes au goût de déjà vu finalement. En pleine élection présidentielle aux États-Unis, la superstar Taylor Swift a apporté son soutien clair à Kamala Harris, il n'en fallait pas plus, pour provoquer la colère de Donald Trump qui a annoncé la détester. D'un continent à l'autre, les guerres entre chanteuses et hommes politiques se suivent et se ressemblent. Javier Milei qui est un peu le Donald Trump argentin finalement. Je vous conseille d'ailleurs les photos qui circulent sur les réseaux de Javier Milei avec la fameuse tronçonneuse et autres. C'est vraiment c'est précieux. Merci beaucoup, Adrien. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Vous êtes là notamment pour nous parler donc de ce cybermois qui a commencé début octobre. Quelles sont aujourd'hui, Gaëlle, les principales menaces, les principales attaques aussi qui préoccupent actuellement les experts aujourd'hui dont vous faites partie? Alors, on a des menaces qui viennent d'États. Qui nous veulent du bien et ou du mal. Alors du bien et du mal, parce que ces menaces, elles viennent parfois d'alliés qui ont des velléités à écouter, à espionner, à savoir ce qu'on pense, ce qui se dit dans les sphères du pouvoir. C'est des menaces qui viennent évidemment de groupes criminels qui sont organisés pour voler, harceler, rançonner, donc qui vont demander des rançons en échange de déverrouillage de systèmes d'information qu'ils auraient verrouillés, on appelle rançongiciel. On a des menaces qui viennent des ex. Alors, c'est des ateliers que je fais régulièrement qui ont beaucoup de succès. Les ex-salariés, ex-femmes, ex-maris, ex-conjoints, ex-amis, ex-associés. Les ex. Il faut s'en méfier. La menace ne vient pas forcément de très loin. Elle vient aussi parfois, malheureusement, de proches ou d'anciens proches qui nous connaissent, qui connaissent notre date de naissance, qui connaissent le lieu où nous sommes nés, qui connaissent le nom et le deuxième prénom de nos mères. Enfin voilà, il y a quand même des personnes qui, par vengeance, pour plein de raisons, veulent nous faire du mal. Et donc, il faut aussi apprendre à avoir une forme d'hygiène numérique, comme on en a en famille, comme on en a entre amis, comme on en a au travail. Il faut apprendre à cloisonner ces systèmes d'information, ces téléphones, ces mots de passe, ces badges d'accès, ces contrôles d'accès, ces clés. Et ça touche évidemment le cercle familial jusqu'évidemment à la sphère professionnelle. Les ex-associés, les ex-salariés sont potentiellement aussi des dangers. Vous êtes la maman d'une petite fille qui est dyslexique. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui me touche parentalement, puisque j'ai une petite fille de 9 ans maintenant, qui est même multi-dys. Elle est dyslexique, dyscalculique, dysorthographique, et elle a une légère dyspraxie. Vous dites, je vous cite souvent, j'oublie l'enfant qu'elle a été avant. Avant, c'est avant l'école, avant la lecture, avant la grammaire, les maths et les dictées. J'oublie. Tout cela semble si loin. Est-ce qu'un des premiers messages que vous ne passez pas dans le bouquin, c'est un message aux parents sur cette espèce de deuil de l'enfant idéal ou de l'enfant que finalement n'est pas votre enfant? Oui, c'est vrai qu'on projette un peu comment sera son enfant. Enfin, je pense que c'est pareil pour les hommes et les femmes. Mais moi, je projetais un peu comment serait ma fille. Et finalement, non, ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors, c'est pas grave, c'est pas du tout une maladie, les troubles 10 ou la dyslexie. Mais c'est vrai qu'on doit faire le deuil de certaines choses. Et puis aussi, on doit surtout, c'est des enfants qui composent beaucoup, qui contournent beaucoup. Mais les parents également. Moi, elle m'a appris à contourner donc, les attendus que je pouvais avoir, liés à un héritage familial, culturel, une éducation. En fait, ça a beaucoup
ça a volé en éclats et donc je l'élève d'une manière complètement détournée, avec un pas de côté. Et elle m'oblige à regarder les choses différemment. Et sans elle, oui, ce livre, il n'existerait pas. Oui. Pour vous, c'est une drogue dure et aux grands mots, les grands remèdes? Non, c'est pas une drogue dure. C'est pas une drogue dure, c'est une addiction entretenue par la dopamine, hein, disent les médecins. Moi, je ne suis pas médecin, mais je suis père, grand-père et mère. Et ça suffit pour être alerté, hein, sur cette difficulté. C'est pas une drogue dure dans le sens où le traitement peut être assez rapidement efficace, hein, et le traitement qui consiste à supprimer l'écran. Et on peut en quelques semaines revenir, disons, à une vie normale et s'en libérer. Mais c'est une véritable addiction dans le sens où on en demande de plus en plus. Grâce par le fonctionnement du circuit de la récompense, hein, disent les spécialistes, hein, qui sécrète de la dopamine et qui nous entraîne toujours à y aller davantage. Vous nous l'avez dit d'ailleurs, Gaëlle, on est encore trop nombreux, hein, à manquer d'hygiène numérique, à nous exposer aussi sans le savoir forcément à des risques facilement évitables pourtant. Puisque la cybersécurité, on le comprend avec notamment ce cybermois, est un enjeu national, pourquoi on ne l'enseigne pas à l'école? On l'enseigne mais pas assez. Et quand on l'enseigne, ce sont souvent des profs, ce sont des chefs d'établissement qui sont motivés, ou qui ont la connaissance, ou qui ont de l'expérience. Malheureusement, ce sont des sujets qui arrivent sur le devant de l'actualité au rythme des faits divers et des drames, hein, des suicides, des agressions. Et donc, effectivement, comme les mathématiques, comme le français, la cybersécurité, c'est une matière transversale. On a besoin d'enseigner, et ce n'est pas le périmètre unique des profs de techno ou de physique ou de maths, hein, ces histoires, c'est du ressort de tous les enseignants de travailler avec leurs élèves et d'utiliser justement leur matière pour pouvoir transmettre ces bons réflexes. Parce qu'encore une fois, l'histoire nous montre à quel point ces questions du rapport à l'autre, du respect, de l'amour, de l'amitié qui se termine, d'autres amitiés qui commencent. Tout ça, c'est vieux comme le monde. Ça doit être enseigné, ça doit être transmis sur un socle de valeurs communes, hein, que l'on retrouve dans le creuset en fait, de l'école, et dans laquelle la cité éducative, le corps enseignant, doit un peu faire face. Et souvent, ce que je dis aux enseignants, que je rencontre souvent, c'est laissez les enfants vous apprendre. Souvent, l'enfant, le jeune, il est parfois en meilleure position pour transmettre à l'enseignant, et donc il m'arrive parfois, du haut de mon expertise, de m'asseoir et de poser à ses enfants ce qu'ils pensent, comment ils voient les choses. Parce que c'est très descendant, en fait, au final, et très peu montant, alors que ces enfants ont énormément de choses à nous raconter, à nous dire. Difficulté numéro 1, vous venez de le dire, c'est d'avoir le diagnostic. On peut peut-être s'arrêter quand même 3 secondes là-dessus, parce que c'est un problème de santé publique majeur. Ouais, alors je suis très heureuse que vous le disiez. C'est un vrai problème de santé publique majeur dont le grand public n'a absolument pas conscience. Ah oui. Donc effectivement, ça concerne, là, les chiffres, c'est entre 500 000 et 1 million maximum. Donc c'est quand même 2 élèves par classe, ce qui n'est pas du tout rien. Et si on prend la marge la plus haute qui serait 1 million, c'est un enfant sur 12 touchés, donc c'est quand même beaucoup de familles concernées. C'est un problème de santé publique majeur parce que l'accès au diagnostic est très compliqué parce qu'il y a une méconnaissance de ces troubles au niveau des professionnels de santé, au niveau de l'école et même pour les parents. Méconnaissance des troubles et manque de moyens cruels. Alors à la fois pour établir le diagnostic, mais ensuite pour s'occuper des enfants. Et Dieu sait qu'il faut des professionnels de santé autour d'eux. On va en parler évidemment. Mais par exemple, vous donnez un chiffre sur les orthophonistes. Les zones sous-dotées en orthophonistes en France, c'est 34% du territoire. Oui, tout à fait. En fait, l'orthophoniste, c'est vraiment le professionnel de santé qui est au cœur de la rééducation pour tous les troubles 10. Donc c'est lui qu'on va voir pour l'orthographe, pour la lecture, qu'on va voir pour les maths aussi, il y en a des spécialisés. Et comme les troubles sont souvent associés, c'est vraiment lui qu'on doit adresser. Et ça dure 1 an avant d'avoir des rendez-vous, mais vraiment, même à Paris. Hein. Donc ça demande aux mères, c'est quand même les mères qui portent ça la plupart du temps, d'appeler, il faut pleurer. Enfin, c'est très, très coûteux en temps et en énergie. Alors, monsieur le maire, les collégiens, alors combien sont-ils peut-être qui ont accepté de prendre votre téléphone, et quel retour d'expérience? Que vous disent-ils? Que disent-ils? Alors, c'est encore récent, puisque c'est pour la première fois, on l'a donné au mois de juin, à 6 enfants sur 17. Donc, il y avait 17 enfants qui passaient au collège, qui en provenance de notre école communale. Et donc, 6 parents ont accepté.
c'est un début, c'est bien. Alors, je leur ai dit, je les ai félicités, bien sûr, en leur disant qu'ils étaient les pionniers du monde moderne de demain, qui consisterait à retrouver sa liberté hors des écrans et à éviter, évidemment, le harcèlement et toutes ces dérives des smartphones dans les cours d'école. Donc, les enfants étaient très fiers. C'est tout ce que je peux dire. Les retombées, je n'en ai pas. J'ai vu, il y a des familles qui ont été interviewées là par vos collègues pour savoir comment ça se passait. Je crois qu'ils en sont heureux. Ils en sont heureux. Ils ont compris le message sous-jacent, c'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose à faire d'intéressant avec un smartphone, si ce n'est de téléphoner, d'envoyer un SMS. Et donc ça, on leur permet, bien entendu, et on facilite les choses pour un abonnement mensuel de 3 €. Ce qui est quand même beaucoup moins cher que tout ce qu'on trouve par ailleurs pour les smartphones. Donc le retour, l'accueil était bon, un peu difficile d'avoir un retour, d'abord parce qu'on ne mesure pas, et moi je ne veux pas rentrer dans une logique intrusive ou d'enquête ou d'expérimentation de laboratoire, même si on a un petit côté laboratoire, dans le sens où on expérimente quelque chose. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Un autre Javier, c'est Javier Sanchez qui est avec nous à la réalisation aujourd'hui. Héloïse Merlin au son. Au maquillage, c'est Eva Troller et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci beaucoup Adrien. Merci Virginie. Merci pour le JT et pour évidemment cette chronique. Est-ce qu'on aura la chance de vous avoir bientôt dans l'émission? Dès demain pour le JT. Ben voilà, voilà, tout arrive. Tout simplement. Merci beaucoup, bonne soirée.